Voilà. Et ça me permet d'enchaîner pour vous dire que vous retrouverez l'ensemble du diaporama et de l'enregistrement dans les prochains jours. Je vous enverrai tous les liens qui vous permettent de revoir tout ça. Voilà. Alors moi, je suis Guillaume Coicadan, chargé de mission biogaz à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et pour ce webinaire, nous retrouverons principalement Marc Jabouille, inspecteur de l'environnement, correspondant régional de l'inspection en DDPP en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Marc, je te laisse allumer ta caméra, faire un petit coucou. Bonjour à tous. Ensuite, nous aurons aussi la participation courte mais précieuse de Nicolas Robert, président d'AgriBiogaz Avenir et exploitant d'unité de méthanisation dans la Loire. Bonjour Nicolas, tu devras nous quitter à 13h30, mais voilà, on espère que tu auras le temps de développer toutes tes idées et tes préconisations qui sont nombreuses. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, excuse-moi. Il sera principalement aussi animé par Constant Dolatte du cabinet Kelia, à qui je laisserai la main dans quelques minutes. Bonjour à tous et toutes. Voilà, alors l'ordre du jour, on va d'abord parler inspection des installations classées. Quelle est l'organisation, les missions des inspecteurs, les mécanismes de contrôle et leur suite. Ensuite, on aura quelques éléments sur d'échanges ensemble sur les relations entre exploitants et inspection des installations classées pour que tout ça se passe au mieux. Ah, merci d'éteindre votre micro. Je laisse mes co-présentateurs éteindre les micros. Voilà. Questions, alors il y aura ensuite quelques éléments de questions-réponses, bien sûr. Enfin, c'est même pas quelques éléments. On espère qu'il y aura beaucoup d'échanges. Posez-les dans le chat. Et dans le chat, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous paraissent intéressantes. Donc, c'est dans les petits. Vous passez sur la question, puis vous verrez, vous pouvez réagir avec des émoticônes et notamment lever le pouce. Les questions qui auront le plus de pouces, on va dire que c'est celles qu'on reprendra en priorité. Voilà. Et n'empêche qu'on reprendra peut-être aussi quelques autres questions si on a la possibilité. Donc, merci à vous pour être co-animateur aussi de ce webinaire en posant des questions et en nous interpellant le mieux possible. Alors, pour commencer, je vais commencer juste à introduire ce webinaire par rapport au contexte de ce webinaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein essor de la méthanisation, en tout cas en région Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France, en termes de mise en service. C'est vrai qu'en termes de projet, il y a eu un trou d'air, mais les mises en service, elles, sont restées très dynamiques en région. On est à une quinzaine de mises en service par an. On a plus que doublé le nombre d'unités de méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 5 ans. Et en miroir de cet essor rapide, on a une population aussi qui est de plus en plus concernée et attentive à l'impact des unités sur leur cadre de vie et l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a aucun département en région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'a pas d'unité de méthanisation et la plupart des départements ont donc même plusieurs unités de méthanisation agricole ou territoriale sur leur territoire. Et puis, en regard aussi de cet essor rapide, c'est des retours d'expérience de plus en plus nombreux, souvent bénéfiques forcément. Et puis d'ailleurs, les banques nous le confirment. Récemment encore, je discutais avec elles et disaient que les projets de méthanisation, aujourd'hui, les satisfont en très, très, très grande majorité. Mais néanmoins, il y a aussi quand même des retours d'expérience de dysfonctionnement. Eu égard à quand même des installations qui demandent une technicité certaine et à la fois dans la conception et dans leur pilotage. Eh bien, en conséquence de tout ça, c'est vrai qu'il y a un besoin accru, il nous semble, de montrer patte blanche et de répondre aux attentes et aux inquiétudes légitimes des tiers, du coup. Alors, comment? En se professionnalisant, le label Calimeta 2 est d'ailleurs aujourd'hui en déploiement, après Calimeta 1, mais aussi en montrant que l'on connaît la réglementation, qu'on connaît les risques et les moyens de le limiter pour limiter au mieux les retours d'expérience problématiques. Et à notre sens, les partenaires d'Ambition Biogaz 2023, il nous semble que le binôme qui nous semble essentiel, c'est celui exploitant-inspecteur ICPE, qui doivent apprendre à se connaître, à s'apprivoiser quelque part et à communiquer de manière sereine et confiante. Voilà. Alors d'ailleurs, on avait déjà un petit sondage principalement destiné aux exploitants, mais voilà, il y a, en tout cas,
n'hésitez pas aussi à répondre au nom des exploitants avec qui vous travaillez peut-être, sur déjà les liens entre exploitants et inspecteurs. Alors, je vais lancer un sondage de 3 questions et je vous laisse y répondre. On se posait la question déjà si en tant qu'exploitant, les exploitants que vous êtes ou que vous représentez disposez d'un moyen direct de contacter l'inspecteur en charge de votre unité. Voilà, est-ce que vous avez connaissance de ce moyen direct ou pas? Je vous laisse voter et enfin, du coup, si vous avez un moyen effectivement de contact direct, l'avez-vous déjà contacté cet inspecteur des installations classées? Voilà. Et si oui, eh bien pourquoi? Pour lui demander un avis, l'informer d'une évolution sur votre unité, l'informer d'un incident? Voilà, on va déjà un peu cadrer tout ça. Je vous laisse encore une petite minute pour répondre. Allez, les résultats bougent encore, il y a encore quelques votes. Allez, écoutez, ça se stabilise, donc je vais mettre fin au sondage et je vais vous le partager. Puis on va le regarder ensemble. Est-ce que vous voyez les résultats? A priori, oui. Il me semble qu'on voit les résultats partiellement. Alors, En tout cas, là, la question 1 et le début de la question 2. oui, alors vous pouvez normalement faire descendre directement depuis votre écran, il me semble. Hein. En tout cas, Okay. Moi, du coup, moi, c'est pas. Enfin, il me semble que depuis votre écran, vous pouvez faire descendre. En Tout tant à fait. qu'exploitant, alors, eh bien, écoutez, majoritairement, 75% des 20 répondants, oui, savent qu'ils ont un moyen direct de contacter l'inspecteur. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose. Eh bien, effectivement, il y a quand même un petit quart qui n'a pas eu l'occasion de se poser la question peut-être parce qu'il n'y a pas eu de besoin. Donc voilà, là-dessus, vous allez voir, on va aussi vous en dire un peu plus. Et dans les 75% qui l'ont contacté, qui ont déjà contacté leur inspecteur, qui savent qu'il y a un moyen de joindre directement, l'avez-vous déjà contacté? Eh bien, les 2/3, un peu plus des 2/3, l'ont déjà contacté effectivement. Et pourquoi? Eh bien, ça, c'est très intéressant parce que majoritairement, c'est pour lui demander un avis ou l'informer d'une évolution. Ça démontre donc qu'il y a quand même déjà parmi les personnes et les exploitants d'unité des dialogues qui s'instaurent avec un inspecteur. Ce n'est pas uniquement pour l'informer d'un incident. Alors, il y a 50% pour autres. Alors, j'avais hésité à continuer avec une question sur détailler ce qui est autre. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, tant pis, j'aurais dû parce qu'il y a 50% qui l'ont contacté pour autre et on ne saura pas bien pourquoi, sauf si vous nous le mettez dans le chat, par exemple, pour nous informer quel était l'objet du contact. Par contre, le chat n'est pas anonyme. OK, eh bien, écoutez, après avoir posé ce sondage, je vais donner la parole à Constant Delatte pour la suite de l'animation de ce webinaire et je vous retrouve pour ma part à la fin. Merci. Merci Guillaume pour cette introduction et ce sondage effectivement très intéressant. On va parler donc de ce sujet, des relations entre les exploitants et l'inspection des installations classées. Et évidemment, pourquoi? Parce que le sujet de la vigilance est devenu essentiel pour notamment gérer cette notion de risque. On va rentrer un peu dans les détails sur ce sujet-là et éviter des situations potentiellement critiques. Et dans ce but, la notion d'investigation, de recul constructif sont vraiment utiles pour avancer dans une meilleure efficacité, performance de manière générale. Alors, dans un premier temps, je vais, pour poursuivre cette introduction, donner la parole à Nicolas Robert, qui est président de Agri-Biogaz Avenir, l'association des exploitants agricoles, de méthaniseurs agricoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est l'association qui représente l'AAMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, au niveau national, et qui est également exploitant de son unité de méthanisation dans le Forêt. Nicolas Robert, du coup, on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais me présenter rapidement.
le temps est assez court. Du coup, je m'appelle Nicolas Robert, je suis exploitant en méthanisation, cogénération depuis 2014 dans le sud du département de la Loire. Donc, nous, c'était la première installation de méthanisation de notre département, initialement prévue à 125 kg et aujourd'hui, on est à 250 kW électrique avec un dossier ICPE enregistrement qui a été fait en 2020, biodéchets, et du coup, on valorise maintenant nos excédents de gaz via une station de bio-GNV qu'on vient de mettre en service à la ferme là, il y a un peu plus de 6 mois. Voilà pour le contexte. Donc oui, effectivement, je préside l'association Agri-Biogaz Avenir depuis sa création en 2016. Aujourd'hui, ça regroupe environ 35 méthaniseurs sur pratiquement tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a pour ambition justement de mettre en avant notre belle filière de méthanisation agricole et en essayant de rentrer dans le détail des sujets qui peuvent éventuellement arriver à freiner l'évolution de la méthanisation, et on le voit depuis peu de temps, mais on le voit de manière assez récurrente, malheureusement, sur notamment les oppositions qu'on peut avoir sur ce type de projet. Voilà, donc on a aujourd'hui à nos côtés un animateur, Laurent, qui est parmi nous aujourd'hui, Laurent Strub, qui est embauché à temps plein sur notre asso pour bosser sur tous les sujets qu'on souhaite mettre en avant, et notamment l'acceptabilité, ou même des sujets un peu plus tendancieux entre nous, c'est quelles sont les méthanisations agricoles qu'on veut voir émerger demain, tant sur la taille que sur ce qu'on y met dedans. Parce que je pense que ça fait partie des sujets majeurs pour l'acceptabilité des projets. Voilà. On a aussi lancé notre première formation sécurité et prévention des risques au mois de mai. Là. Donc, je pense que la plupart de nos adhérents auront cette formation avant la fin de l'année, on espère en tout cas. Et on essaye de travailler sur toutes les thématiques qui tournent autour de la méthanisation, et notamment la partie ICPE et la collaboration qu'on peut avoir avec les inspecteurs qui, pour moi, depuis le départ et depuis que j'ai mis en service mon installation, font partie des personnes incontournables dans les évolutions et dans le bon fonctionnement de nos installations. Donc, il faut les voir plus comme des partenaires plutôt que des personnes qui, comme on l'entend parfois, viennent nous enquiquiner sur nos structures. Voilà. Très bien, merci. C'est justement tout l'objet de cet échange aujourd'hui, de parler du rôle de l'inspection, des obligations et du rôle du coup des exploitants par rapport à cette relation avec l'inspection. Alors, du coup, Nicolas Robert, vous ne pourrez pas rester avec nous longtemps, vous avez un engagement juste après. Du coup, merci d'avoir pu participer déjà et introduire cette démarche. Si jamais des personnes ont des questions spécifiques à poser à Nicolas Robert, faites-le dans les 10 minutes qui suivent pour qu'il ait le temps de répondre, donc par le chat, comme vous l'avez expérimenté pour certains déjà. Donc, n'hésitez pas, surtout à poser des questions au fil de l'eau à tout moment. On triera les questions et on verra comment les aborder au moment opportun. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une question qui vous passe par la tête, à la poser pour qu'on puisse la traiter. Et à voter sur les questions, comme le disait Guillaume tout à l'heure. Du coup, effectivement, dans la démarche, pourquoi avoir lancé ce webinaire, notamment, c'est cette idée que la méthanisation peut renforcer sa légitimité, en fait, la légitimité des méthaniseurs pour obtenir soutien, accompagnement de la part de toutes sortes d'organismes qui accompagnent aujourd'hui la filière. Et pour pérenniser cela, l'idée, c'est de promouvoir les méthaniseurs comme des outils qui répondent à des enjeux de la transition écologique aujourd'hui, à la fois avec la production d'énergie renouvelable, la production d'engrais organiques et minéraux, le traitement des biodéchets et de toutes sortes de matières organiques qui peu ou pas ou mal valorisées aujourd'hui sur les territoires. Et donc, du coup, une des questions qui revient régulièrement, c'est comment communiquer sur ces événements qui peuvent intervenir sur les méthaniseurs, réduire ces notions de rumeurs, d'interprétation, d'exagération qu'il peut y avoir, voire de déformation sur des sujets qui peuvent être sensibles par rapport à des événements qui peuvent intervenir, des incidents, des accidents ou autres. Et donc, l'idée de mettre en place cet échange aujourd'hui et la série d'échanges qui sont mis en place par Ambition Biogaz avec le webinaire du 23 juin prochain.
Alors, on va du coup essentiellement échanger avec Marc Jabouille, qui est inspecteur environnement à la DDC SPP de Savoie, mais aussi coordinateur régional pour les ICPE au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Marc Jabouille, vous allez avoir la parole. Peut-être en 2 mots, sauf si j'ai tout dit sur vos fonctions, et on viendra un peu plus en détail sur votre parcours après. Mais peut-être pouvez-vous introduire le sujet sous l'angle du coup de l'administration avec ces notions de risque liées aux installations de méthanisation. Excuse-moi, Constant, avant que Marc intervienne, j'ai oublié de demander aux gens de se renommer si possible, parce qu'il y a, voilà, il y a des noms un petit peu exotiques. Voilà. Donc, vous avez la liste des participants, vous cliquez sur votre nom, ensuite vous avez 3 petits points à la suite, et là, vous pouvez vous renommer. Renommez-vous par entreprise, nom, prénom, s'il vous plaît, parce qu'on a, voilà, c'est pas forcément très explicite sur certaines inscriptions. Merci à vous. Merci Guillaume. Marc Jabouille, on vous écoute. Oui, donc bonjour. Oui, comme j'ai été présenté, je suis inspecteur de l'environnement pour le département de la Savoie et je sers aussi pour l'ensemble de mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes et puis même France entière sur certains sujets de correspondants vers la centrale, donc le ministère de l'écologie, vers les DREAL et les préfets. Et je viens aussi, entre guillemets, en pompier pour accompagner mes collègues lorsque il y a une difficulté particulière sur les installations. Ça peut être appui à l'inspection, appui à l'instruction, voilà. Donc j'ai la chance d'être dans ce monde de la méthanisation parmi les tout premiers des inspecteurs, puisque la Savoie a été pionnière en la matière avec une première installation dès les années 2005. Et donc, c'est un sujet que j'ai vu grandir, évoluer, et aussi la perception du monde extérieur a fondamentalement évolué depuis quelques années. Et notre rôle en termes d'inspection a aussi évolué. En fait, l'inspection des installations classées, voit beaucoup de sites industriels, voit aussi des sites agricoles, et le méthaniseur n'est qu'une des activités qui nous occupe en la matière. Et notre mission, c'est vraiment, au départ, une mission de prévention. On n'est pas là pour être les pères fouettards, on est là pour faire en sorte que des installations que l'on a considérées, parce qu'on les a fait rentrer dans la nomenclature des installations classées, comme ayant potentiellement un impact sur l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément dangereux, parce que les élevages aussi font partie des installations classées, mais c'est qu'on peut avoir un impact sur l'environnement. Et le premier risque que tout le monde craint quand on voit apparaître la méthanisation, c'est plutôt le risque d'explosion. Or, celui-là, il est extrêmement limité. Globalement, on a beau avoir du gaz donc potentiellement des explosions, mais si on regarde l'accidentologie, ce n'est pas là-dessus qu'on a le plus d'impact sur l'environnement, puisque des méthaniseurs qui ont vraiment explosé, globalement, moi j'en ai 2 en tête, un en France, un en Allemagne, sortis de ces 2-là, il n'y a pas. Donc là, par contre, les impacts, ils vont être plus liés à d'autres éléments, parce que le gaz qu'on va produire, il peut s'échapper, et c'est par le fait qu'il s'échappe, soit pendant la transformation, la méthanisation, soit en amont, soit en aval, que là, en la matière, il faut qu'on trouve des éléments et des moyens pour limiter au maximum les impacts. Et donc, le travail sur l'étanchéité du stockage pour les matières, c'est un élément sur lequel on se penche fortement aujourd'hui, ou sur les installations de biogaz, puisque l'on voit que potentiellement, c'est des choses qui arrivent, on a des soupapes, on a des bâches, on a tout un tas de choses qui vieillissent et qui fonctionnent plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'on va regarder d'assez près lors de nos inspections actuellement pour savoir ce qui se passe. L'étanchéité, entre guillemets, du bâti en béton
nous inquiète assez peu par les temps qui courent. Par contre, sur tout ce qui est bâche, soupape, éléments de travail dans le méthaniseur ou sur les à côté du méthaniseur, effectivement, nous conduisent à nous pencher sur ces éléments-là pour être sûr qu'il y ait un minimum d'impact. Donc finalement, ces trois sujets, l'étanchéité de l'installation aux matières, l'étanchéité au gaz et la notion de sécurité incendie, c'est les trois axes prioritaires finalement d'analyse ou avec le prisme avec lequel vous regardez les installations en priorité. C'est vraiment en matière de risque les trois points que l'on retient parce que c'est ceux-là qui sont les plus prégnants. Ce n'est pas toujours ceux-là que la population va relever, mais d'un point de vue risque, ce sont ces éléments-là qui peuvent avoir un impact et qui doivent conduire les exploitants à avoir un maximum de sécurité sur ces éléments-là. Et ce ne sont pas sur ces éléments-là, d'ailleurs, que l'on a le plus d'accidents ou d'incidents, en toute honnêteté. Peut-être parce que c'est ceux-là qu'on regarde le plus aussi. Et oui, l'efficacité de cette attention, justement. Alors, on va regarder justement comment vous travaillez sur ces sujets, donc comment opère et quelle est la mission de l'inspection des installations classées, avec la définition de la mission, finalement. Hein, vous êtes là pour instruire et pour permettre aux installations de se mettre en œuvre, mais ensuite aussi pour surveiller. Alors, notre mission principale, elle est dans notre titre. Nous sommes inspecteurs de l'environnement. Spécialité ICPE, certes, mais inspecteur de l'environnement. Inspecteur, ça veut dire que nous sommes là pour aller vérifier sur notre mission principale, normalement, devrait être celle d'être sur le terrain, en collaboration des exploitants pour s'assurer pour prévenir les accidents et les incidents. C'est ça notre mission de base, c'est la mission qui est au milieu, surveillance des installations classées. Et cela, comment est-ce qu'on va les surveiller? Par les visites d'inspection, en allant voir sur site, sur tel ou tel point, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas d'audit complète sur l'ensemble des prescriptions, parce qu'on n'en a ni le temps, ni les moyens, et puis ce n'est pas forcément pertinent de le faire à chaque fois, mais d'aller sur un sujet ciblé et de vérifier ce qu'il en est. C'est aussi analyser les différentes procédures que l'exploitant met en œuvre, parce que sur la base de ces procédures, on peut avoir une bonne idée de la façon dont va fonctionner un établissement. Et puis, il y a un certain nombre de retours, de rapports, d'examens, de contrôles qui sont faits par des organismes vérificateurs externes que l'on va reprendre à notre compte et on va vérifier que les conclusions de ces rapports, notamment quand il y a un écart par rapport à la règle, que ces écarts ont bien été changés corrigés, pour que l'exploitant puisse revenir. Donc ça, c'est le cœur de notre métier. L'autre part, si on veut, puisque ce sont des installations qui sont soumises à délivrance d'une autorisation administrative, et ces autorisations administratives, effectivement, c'est une part de notre activité de les instruire, de vérifier que tout se passe bien correctement, que lorsqu'il y a une vie, quand l'installation se vit et est modifiée, eh bien, que les règles et les prescriptions qui sont opposables sont bien toujours adaptées à la vie de l'exploitation. Et le dernier point qui aujourd'hui prend de plus en plus de poids et qui aujourd'hui, depuis quelques années même, est un droit constitutionnel. Le droit à l'information des tiers est un droit constitutionnel en matière d'environnement. Et donc là-dessus, on y passe un peu plus de temps. Et effectivement, beaucoup des informations qui sont à notre disposition vont être mises à celle du public, notamment via un site Internet. Et on en reparlera un petit peu tout à l'heure sur les différentes publications que l'on peut faire. Mais toute personne nous posant des questions sur une installation, on est tenu de répondre et de donner un certain nombre d'éléments. Notamment, tous les dossiers de demande d'autorisation ou de modification sont consultables
par tous ceux qui voudront bien nous demander de les consulter. Consultable ne veut pas dire diffusable, c'est deux choses différentes. Tout simplement, ils peuvent venir chercher un certain nombre d'éléments dans nos bureaux. Très bien, on va regarder plus en détail aussi. Vous avez des moyens de diffuser certaines informations aussi, des obligations. Mais du coup, première chose par rapport aux services, qui fait quoi dans les services de l'inspection finalement? En fonction des départements, les choses peuvent être un peu différentes. Oui, alors, en France, on aime bien faire les choses simples, mais relativement complexes, parce que sinon, ce n'est pas satisfaisant. Et donc, effectivement, normalement, une installation classée a en face d'elle une inspection des installations classées. Sauf que les installations classées, elles sont réparties dans deux grandes familles d'administration, je vais y arriver, soit les DREAL d'un côté, soit les DDPP ou DDETSPP en fonction des départements, histoire de faire compliqué encore. Et il y a une clé de répartition qui n'est pas forcément la même. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a essayé de faire une répartition identique, mais sur 12 départements, c'est devenu très compliqué. Il n'y a que grosso modo la Savoie et la Haute-Savoie qui ont à peu près la même répartition parce on était des départements historiques et qu'on a voulu faire ensemble les choses. Mais vous voyez que là, je ne vais pas détailler, mais en fonction des intrants, la plupart du temps, c'est ce qui va faire que votre interlocuteur sera la DDPP ou sera la DREAL. Si, grosso modo, vous êtes une activité purement agricole ou à majorité agricole, vous êtes à peu près sûr que votre interlocuteur se retrouvera en DDPP. Si d'un seul coup, vous avez pas mal d'intrants, et notamment des intrants un peu plus exotiques que ceux agricoles, il n'est pas impossible que ce soit l'ADREAL. En fait, ce sont les unités départementales, ce n'est pas l'ADREAL à Lyon qui sera votre interlocuteur, mais ce sera sans doute le référent déchets de l'unité départementale de votre département qui sera l'inspecteur référent. Effectivement. Alors du coup, je précise que cette diapo, pour ceux qui peut-être n'ont pas identifié le service d'inspection par rapport à leur unité, cette diapo sera disponible dans le replay du webinaire. Elle sera aussi probablement mise en accès plus rapide via le site Aura2E. Donc, on la transmettra. Si vous avez des questions au fil de l'échange sur ces sujets, n'hésitez pas à venir, même avec des questions par département, pour profiter de la présence de Marc Jabouille pour apporter une réponse. Voilà, du coup, ensuite, si on rentre plus dans le vif du sujet du rythme des contrôles, puisque c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, Marc, il y a cette notion de contrôle par l'inspection, et c'est dans effectivement le nom de la fonction et qu'on retrouve cela. Comment ça se passe, du coup? Quel est le rythme des contrôles en fonction des différentes ICPE? Donc, on a globalement 3 régimes dans les ICPE. Un régime de déclaration, qui est un régime d'autorisation surveillée, on va appeler ça comme ça. Vous faites une télédéclaration et vous allez recevoir une preuve de dépôt, qui n'est pas très belle aujourd'hui, mais vous avez une preuve de dépôt qui vous est remise. Et sur la base de cette preuve de dépôt, globalement, vous pouvez commencer à exploiter 15 jours après l'avoir reçu. Ce qui est important de se souvenir qu'en déclaration, vous allez avoir un contrôle à réaliser dans les 6 mois qui suivent la mise en service de votre installation, donc pas 6 mois après la date de déclaration, mais 6 mois après la date de mise en service. Puis, ce même contrôle avec un organisme agréé, vous aurez vous aurez un contrôle à faire tous les 5 ans. L'ordre de prix, en fonction de là où vous habitez, on peut considérer entre 1 000 et 1 500 euros la visite qui est faite. Là, la particularité, c'est que c'est l'exploitant qui va faire réaliser ce contrôle par un organisme agréé.
c'est ça. C'est ça. Ce sera l'exploitant qui est à l'initiative d'inviter le bureau de contrôle à venir. Le bureau fera son contrôle, rendra ses conclusions à l'exploitant et l'inspection n'aura comme retour que le fait que l'inspection a été faite. Il n'aura pas d'autre retour, sauf si d'un seul coup, il y a des non-conformités majeures, auquel cas l'inspection sera informée. Et donc, c'est là, s'il y a des non-conformités majeures, il y a le temps, le bureau de contrôle laissera du temps à l'exploitant pour faire les corrections. Et une fois qu'elles sont faites, une deuxième inspection sera réalisée à nouveau par le même bureau agréé. Et normalement, si tout va bien, le contrôle sera terminé et on y revient 5 ans plus tard. Si ce n'est pas le cas, auquel cas, l'inspection sera à nouveau saisie et l'inspection prendra la main pour faire revenir l'établissement dans les règles de fonctionnement. Et puis, l'inspection se saisira dès lors qu'il y aura un accident ou un incident sur un site, ou une plainte que l'on aura jugée recevable, qui nous conduira à venir voir, en plus de ces inspections-là, à notre initiative, voir quel est le fonctionnement de l'établissement. Sur les dossiers d'autorisation, c'est un peu plus… Là, c'est l'inspection qui viendra, donc autorisation ou enregistrement. C'est bien un inspecteur de l'environnement qui viendra et qui fera les contrôles qui seront nécessaires. Le rythme, globalement, c'est entre 5 et 7 ans, sauf si d'un seul coup, on a des directives particulières de la part de la centrale qui nous demande d'aller voir un point particulier telle ou telle année. Et donc, auquel cas, on peut raccourcir ces délais. Normalement, c'est bien un maximum. Et puis, on viendra comme en déclaration dès lors qu'il y a un accident, un incident ou une plainte. Je rappelle aussi qu'il y a une visite de l'inspection, normalement systématique, 6 mois après la mise en route. Tout ça pour s'assurer que tout ce qui a été mis dans le dossier en post-chantier a bien été réalisé correctement et tel que c'était prévu. Alors du coup, une question pour faire une petite parenthèse sur notre sujet. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas trop de questions qui viennent sur les aspects qu'on aborde, mais c'est vrai, on se pose la question de comment est-ce que vous, dans votre parcours, en fait, comment vous êtes arrivé à devenir inspecteur des installations classées? Quel est votre parcours finalement? Quel métier vous exerciez avant de devenir inspecteur? Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier, mais à la base, j'ai une formation agro-gestion forêt. Donc, un parcours assez large et je suis rentré dans l'administration au tout départ, plutôt pour m'occuper de développement économique en agriculture, c'est-à-dire les prêts bonifiés, les aides aux surfaces, les choses comme ça. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis, pour un regroupement familial, j'ai atterri, si je peux dire ça comme ça, dans un service vétérinaire où ils recherchaient un inspecteur de l'environnement. Je n'avais pas trop d'idée de ce que c'était, mais je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et j'ai découvert ce monde de l'inspection qui se trouve effectivement en partie donc, dans ce qu'étaient les services vétérinaires, aujourd'hui les DDPP, où je me suis d'abord occupé essentiellement d'élevage, puis d'industrie agroalimentaire et d'élevage, et puis de méthanisation avec le développement de la méthanisation. Et aujourd'hui, je m'occupe essentiellement d'industrie et de méta. Parce que l'élevage en Savoie, même s'il existe, c'est plutôt des petits établissements en déclaration qui ont le même régime que les déclarations en méthanisation et où on ne va, grosso modo, que lorsque il y a un problème particulier. Donc, c'est un métier qui nécessite des connaissances techniques, parce qu'il faut que l'on comprenne comment marchent les établissements dans lesquels on rentre, et notamment les méthaniseurs
quels sont le fonctionnement. Pour bien inspecter quelque chose, il faut comprendre son fonctionnement, comprendre les tenants et les aboutissants, et pour pouvoir aussi expliquer, vulgariser auprès de ceux qui ont des craintes potentielles sur tel ou tel point d'une activité, pour pouvoir, autant que se faire se peut, expliquer. Ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes ni des pros industrie ou agriculture, ni des pros défenseurs de l'environnement. Ce n'est pas notre mission. Notre mission est une mission équilibrée où on doit faire en sorte que les intérêts qui sont protégés par le Code de l'environnement, par l'article qu'on dit L511.1 du Code de l'environnement, c'est-à-dire c'est un article qui dit que les activités sont dans le champ des installations classées dès que potentiellement elles peuvent avoir un impact sur l'eau, l'air, le sol, le sous-sol, la santé humaine et animale. Et donc il y a 11 comme ça éléments clés qui sont protégés par ce texte-là. Et donc on travaille à charge et à décharge pour pouvoir que l'activité économique, quelle qu'elle soit, puisse avoir lieu sans qu'il n'y ait d'impact hors de proportion sur les éléments protégés par le Code de l'environnement. Et de fait, vous ne travaillez pas que sur la méthanisation, effectivement sur d'autres secteurs de l'industrie, ce qui vous permet probablement de faire des parallèles ou de bénéficier des retours d'expérience d'autres industries dans votre approche de la méthanisation, qui est une filière plus récente que d'autres activités. Moi, la méthanisation est entrée dans ma vie avec un exploitant qui, un jour, est venu me dire, alors que j'instruisais son dossier d'autorisation pour un élevage de 290 vaches laitières, plus une petite laiterie derrière, et qui est venu me dire un jour, voilà, j'envisage de traiter, plutôt que de mettre une station d'épuration qu'on maîtrise grâce à l'industrie, je vais mettre une installation de méthanisation. Et donc là, je lui ai demandé 8 jours pour pouvoir, avant de le rencontrer et discuter avec lui sur ce changement de projet, pour savoir ce qu'était effectivement la méthanisation, parce que très honnêtement, j'en avais peu d'idées. Bon, Monsieur Google a ça d'intéressant, c'est que même si c'était les balbutiements, c'est pas comme aujourd'hui, en 2006, il faut bien se dire que c'était une autre vie. Et donc, on a pu échanger très rapidement pour dire, OK, ce projet-là, moi, il me paraît intéressant. Il n'était pas réglementé à l'époque au titre des ICPE. Ça n'a pas empêché que dans son arrêté, il y ait un certain nombre de choses que l'on a repris de l'industrie en général, parce qu'on savait qu'une méthaniseur, potentiellement, il y avait des zones ATEX, enfin des zones potentiellement à risque explosion, et donc on les a gérées comme cela. Et puis, il y avait des intrants, et donc on a géré les intrants, comme on gérerait des intrants sur une installation de compostage, ce qui nous permet comme on a plusieurs cartes dans nos portefeuilles, pour la plupart des inspecteurs, ça nous permet quand même d'avoir une vraie bonne idée de ce qu'est le risque industriel, mais au sens le plus large possible. Très bien, merci pour ce partage de ce qui anime votre métier aujourd'hui. Alors, on va justement rentrer dans le détail des questions. Alors, j'ai une question, une question qui peut être en rapport justement avec votre parcours. Est-ce que tous les inspecteurs qui interviennent sur des unités sont formés spécifiquement aux technologies de la méthanisation? Alors, c'est ce que l'on essaye de faire. Non pas dans mon profil inspecteur, mais dans le profil coordinateur, j'essaye d'organiser, d'accompagner l'ensemble de mes collègues inspecteurs des installations classées vers toujours un niveau de compétence technique, quelle qu'elle soit, que ce soit en termes d'élevage de volailles intensif, ou que ce soit en élevage de porc ou de bovins, ou en industrie agroalimentaire. Il y a une formation continue qui existe. En méthanisation, c'était quelque chose qui est récent, qui se développe de plus en plus dans les départements. Et donc, chaque inspecteur est en train d'acquérir un maximum de formation.
régulièrement, on se retrouve entre inspecteurs, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national. Moi, j'anime un certain nombre de formations. Et puis, il y a l'INERIS qui anime aussi des formations par ailleurs sur la méthanisation pour que les inspecteurs, puisque dans le Code de l'environnement, il est dit que les inspecteurs de l'environnement doivent être techniquement, juridiquement compétents dans les domaines dans lesquels ils interviennent. Donc, on se doit légalement d'avoir un niveau de compétence le plus important possible pour pouvoir intervenir dans les différents établissements qui sont les nôtres. Après, lorsque mes collègues ont vraiment une difficulté particulière, ils peuvent faire appel au référent, hein, mais ça peut être un référent, si c'est sur la compression, il y a des référents Andréal qui nous accompagnent au niveau de Lyon sur la compression ou sur les appareils à pression ou sur la combustion ou sur la méthanisation. Et ce qui fait que, ce que je disais au départ, où j'interviens de temps en temps dans les différents départements de la région pour accompagner mes collègues pour une inspection, pour aller voir pourquoi ça dysfonctionne et comment on pourrait essayer de trouver une solution à un problème sur un site. Merci pour cette précision. Donc, tout le monde doit être polyvalent dans vos équipes, mais effectivement, il y a aussi des spécialistes de certains sujets en cas de besoin particulier. Oui. Oui, non, c'est ça. Parfait. On va du coup rentrer un peu plus dans le détail des échanges qu'il peut y avoir entre exploitants et inspecteurs. Et alors, notamment au sujet de ce contrôle, des modalités du contrôle. Quelles sont donc les différentes natures de contrôle? On en a un petit peu parlé auparavant par rapport au rythme, mais du coup, il y a différents types de contrôles selon qu'ils sont annoncés ou inopinés, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une question d'Aurélie Levet du GRS sur le temps que dure une visite d'inspection, un contrôle en général sur une unité. Alors, ce que l'on demande, enfin, ce que l'on préconise plutôt que l'on demande, l'inspecteur est libre du temps qu'il veut bien y consacrer. Toutefois, parce que dans l'année, l'inspection a un certain nombre d'inspections à faire. Et donc, voilà, on est obligé de limiter un peu dans le temps. Normalement, une inspection dure une demi-journée sur le terrain. C'est-à-dire la partie, elle se fait en fait en trois phases, l'inspection. Elle se fait, normalement, on commence sur une partie plus documentaire, plus dans un bureau, on va dire. On prépare la visite, quoi. La préparation, c'est encore, on l'a fait chez nous. On l'a fait plutôt chez nous. On l'a fait au bureau. On vient avec un programme d'inspection défini. On n'arrive pas le nez au vent en disant tiens, ce matin, je vais aller voir plutôt ça. Non, on définit ce que on veut aller voir dans un établissement, quels sont les points qu'on va aller voir. On récupère les prescriptions qui sont applicables à l'établissement dans son arrêté préfectoral, s'il est en autorisation, dans son arrêté, dans l'arrêté ministériel en déclaration ou en enregistrement. On va annoncer normalement dès le départ à l'exploitant ce que l'on vient voir. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de regarder quoi que ce soit d'autre. Si quelque chose nous saute au visage le jour de l'inspection, on le regardera et on le reprendra. Mais globalement, quand on arrive, l'exploitant sait sur quel point on va aller l'inspecter. Ça, c'est si la visite est annoncée. Voilà. 90%, on va dire, si ce n'est plus, des inspections sont annoncées. Tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir l'exploitant avec nous pour pouvoir échanger sur plein de données et puis pour pouvoir accéder en toute sécurité sur les différents éléments du site. Nous sommes bien autorisés par la loi à aller dans une installation, même tout seul, sauf qu'en termes de sécurité, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Ça ne nous empêche pas de venir de façon inopinée. Et si on vient de façon totalement inopinée, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui a attiré déjà notre attention et que si on venait de façon annoncée, il y aurait
possibilité de cacher des éléments ou des autres. Mais sur la majorité, pour ne pas dire presque toutes les inspections, elle sera annoncée. D'accord. Généralement, elles sont même planifiées du début de l'année et elles sont dans un cycle de contrôle. Sur certaines, elles sont plus ce qu'on appelle réactives, c'est-à-dire qu'on va y aller parce que, soit on a des plaintes, soit il y a eu un incident, et auquel cas, même dans ces cas-là, notamment quand il y a un accident, on l'annonce, si ce n'est pas par un beau courrier, on l'annonce au moins par un coup de fil en disant bon, on arrive, on vient voir ce qui se passe. D'accord. Et donc, du coup, ce que vous disiez, c'est que dans le déroulé type d'une inspection, donc il y a ce temps de travail sur document dans un bureau mis à disposition de l'exploitant sur site, c'est ça? Et ensuite, une visite des équipements en présence, j'imagine, de l'exploitant pour vous guider? On a besoin aussi, et ça fait partie des éléments, alors c'est au moins de ma façon de fonctionner, mais qui est assez partagée par mes collègues, puisque c'est celle qu'on prône lors des semaines de formation. Clairement, on a besoin de l'exploitant pour qu'il nous explique, parce que le site peut être très bien, mais s'il est mal géré, mal traité, on a besoin de savoir comment s'est approprié l'exploitant ces installations. Tiens, au fait, est-ce que vous avez tel élément de sécurité? Oui, il est où? On est capable de le retrouver pour la plupart. Sauf que si l'exploitant, lui, sait où il est et comment il fonctionne, c'est quand même plus intéressant que de savoir juste qu'il y est. Mais ça ne nous empêche pas de regarder autour de nous au moment de l'inspection et de voir si tel ou tel truc sont bien au bon endroit. On n'en parle pas forcément, mais il y a des choses qu'on regarde et qu'on voit en la matière. Donc, on a un vrai échange pendant l'inspection. Ça doit être un échange, une discussion avec les exploitants, qu'ils nous disent c'était prévu comme si, puis non, on a plutôt modifié tel fonctionnement pour telle et telle raison. Tout s'entend. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord. Donc, il y a cette explication, c'est un débrief, en fait, en fin de visite. C'est ça. C'est le dernier point de l'inspection où généralement, on se réassoit un peu autour de la table et puis, ou pas, s'il n'y a pas de table, on n'est pas à ça près, on ne s'en offusquera pas. Mais en fin d'inspection, on va faire le tour des points que l'on a constatés et ceux qui, potentiellement, peut-être qu'il y a des non-conformités ou des choses où on a besoin d'explications supplémentaires que l'exploitant peut nous donner immédiatement ou ne peut pas. S'il manque un document, il n'arrive pas à mettre la main dessus, pas de panique. Ce document, il peut très bien nous être fourni par mail dans les quelques jours qui suivent. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, parce que du coup, vous allez émettre un rapport à l'issue de cette visite et de cet échange oral avec l'exploitant. Vous rentrez au bureau et là, vous êtes amené à émettre un rapport. Vous avez d'ailleurs des obligations sur ce que vous devez mettre dans ce rapport, notamment si vous constatez, par exemple, une non-conformité. C'est ça. Le Code de l'environnement dit que, à l'issue de l'inspection, l'inspecteur doit transmettre les conclusions par écrit dans le cadre d'un rapport et que l'exploitant a possibilité de réagir à ce qui a été écrit. Il se peut que l'inspecteur ait mal compris quelque chose, donc il est encore temps de faire une modification à la marge sur quelque chose qui aurait été mal compris, donc il y a encore un temps de discussion à l'issue même quand le rapport est écrit, l'exploitant a 15 jours, grosso modo, pour nous faire ses remarques sur ce que l'on a constaté. Est-ce qu'on a bien tout compris des échanges? Est-ce qu'on n'a pas déformé un propos, par exemple? Ou est-ce qu'on n'a pas mal compris quelque chose? C'est toujours possible parce que ou l'exploitant s'est mal expliqué. Donc, on voit sur le slide, il y a un délai de 15 jours pour que l'exploitant puisse… En tant qu'exploitant, dans ce délai de 15 jours, donc on va voir après le type de format de ce qu'on reçoit, mais la réponse, on la fait par mail ou par un coup de fil? Comment ça fonctionne? On peut le faire par tout moyen. On n'est pas formalisé.
Si c'est une question de forme, si c'est plus c'est un élément important, plus la phase écrite paraît importante. Et on verra que les éléments par lesquels on envoie les choses, eh bien, on est en capacité enfin, il faut y répondre de plus en plus formel Oui, on va voir l'interface en la matière. Alors, et c'est important aussi, à double titre pour l'exploitant, parce que ce rapport sera publié dans les 45 jours qui suivent sur la base GeoRisque, qui récapitule tous les rapports d'inspection de toutes les ICPE de France, c'est ça? C'est ça. Une directive européenne impose que les décisions et les constats faits en matière d'environnement doivent être publiés au niveau européen. Et donc, la France a retenu le site qui s'appelle GeoRisque. Il suffit de demander à notre ami Google, en tapant GeoRisque, on arrive directement. Est-ce qu'il est super simple à utiliser pour quelqu'un qui cherche quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si l'exploitant dispose de son numéro dit IOT, c'est-à-dire son numéro d'établissement, là, ça devient beaucoup plus simple pour voir ce qui a été publié ou ce qui ne l'est pas pour son propre établissement. Et donc, on a l'obligation légale de publier normalement tous les rapports dans les 45 jours qui suivent la publication, enfin la rédaction du rapport. C'est-à-dire pas 45 jours après la date de l'inspection, 45 jours après la date où on a validé, nous, signé le rapport et transmis à l'exploitant. Ce qui laisse quand même un petit peu de temps pour que les choses puissent, si jamais, amender si l'inspecteur avait fait une erreur d'interprétation. Très bien. Alors justement, on va rentrer dans le détail de comment, quel est finalement le logigramme d'une inspection et des éventualités qui interviennent dans ce rapport de contrôle avec des observations. Alors, notamment, si toutes les prescriptions sont respectées à la suite d'une inspection et que vous constatez que tout est respecté, c'est bon, il n'y a pas de suite particulière. Le rapport constate la bonne conformité de toute l'installation. C'est ça. Il peut y avoir un cas de non-conformité. Et donc, dans ce cas-là, plusieurs options, si on suit, c'est que si, comme vous le disiez à l'instant, s'il y a une remise en conformité immédiate, c'est la même conclusion finalement qu'avec le respect des prescriptions. Hein. Je ne sais pas si vous avez un exemple de situation de ce genre pour illustrer ce cas-là. Ça peut être clairement des documents qui n'ont pu être fournis au moment de l'inspection parce qu'ils n'étaient pas forcément rangés là où l'exploitant les a cherchés et il nous les fournit en cours de route. Il nous les fournit par la suite et on a un retour immédiat à la conformité. D'accord. Et il y a des cas peut-être plus compliqués où il y a une impossibilité ou une non-réaction de remise en conformité immédiate, auquel cas on arrive sur une démarche qui s'appelle la mise en demeure et qui est souvent un mot, une expression qui peut être assez inquiétante dans sa formulation. Et du coup, c'est quoi exactement la mise en demeure ? Alors, la mise en demeure, c'est ni plus ni moins que le dernier appel à la loi. En clair, c'est monsieur, telle prescription n'est pas respectée dans votre établissement. Vous n'avez pas la capacité de le faire en me renvoyant une pièce, mais voilà, il manque par exemple le marquage à texte partout, ou le zonage à texte n'a pas été fait du tout, ou il manque des éléments importants dans le documentaire qui ne peuvent pas être faits immédiatement. Il peut manquer des protections de ci ou de là. Il y a du bruit et ça nécessite soit une étude complémentaire pour savoir comment régler la difficulté. Donc, on va demander à l'exploitant de se mettre en conformité dans un délai. Donc, ça veut dire que c'est une prescription, c'est les prescriptions existantes et opposables à l'exploitant, aucune nouvelle prescription.
C'est les prescriptions existantes dans l'arrêté ministériel ou dans l'arrêté préfectoral qui gère le site et on rappelle que tel truc n'est pas fait et on vous donne un délai de 1 mois, 6 mois, maximum 1 an pour vous régulariser. Le maximum 1 an. Alors, chaque délai est justifié parce qu'il y a un délai matériel, entre guillemets, pour pouvoir réaliser quelque chose. Si on doit construire quelque chose, je ne sais pas, moi, il manquerait du stockage parce qu'il y a une fosse qui n'a pas été fabriquée, en 1 mois, il est clair que matériellement, l'exploitant n'est pas capable de le faire, sauf à peut-être prendre une poche souple et encore, parce qu'il y a des délais de matériel de réalisation. Et donc, si d'un seul coup, on doit avoir une autorisation de construction, des délais de fournisseurs divers et variés, cela peut prendre un peu de temps. Et le maximum qu'on peut laisser à l'exploitant, c'est 1 an. Et ce que vous me disiez lorsqu'on préparait cet échange, c'est que contrairement à d'autres aspects administratifs, juridiques ou d'autres domaines, la mise en demeure en ICPE n'est pas une sanction. Non, c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas une sanction, c'est le dernier rappel à la loi. Les sanctions commencent après. Les choses franchement désagréables arrivent après, à l'issue de ce délai donné. On a toute une batterie de moyens coercitifs, plus ou moins désagréables, plus ou moins financiers, pour amener l'exploitant vers la régularisation. C'est notre but. C'est une démarche administrative. Notre but n'est pas la sanction. Notre but, c'est de permettre à l'exploitation de revenir dans le droit chemin. Et donc, il y a 2 types de sanctions qui peuvent découler. S'il n'y a pas de régularisation dans les délais proposés par la mise en demeure, alors il y a un risque de sanction administrative gérée par le préfet et ou pénale par le tribunal. Alors aujourd'hui, maintenant, la plupart du temps, quand on part dans le domaine de la sanction, on va s'appuyer sur les sanctions administratives qui vont de l'astreinte journalière, qui vont de la consignation de sommes, c'est-à-dire qu'on retient à l'amont une estimation financière de ce que coûterait la régularisation du site. Ça peut aller jusqu'à la suspension, si d'un seul coup, il y avait une activité qui potentiellement mettait en cause la sécurité des biens des personnes autour du site. Donc ça, c'est toute la partie administrative. Et puis de l'autre côté, il y a la partie judiciaire où le non-respect d'un arrêté de mise en demeure, c'est déjà un délit. Et donc là, on se tournera vers le procureur en disant l'exploitation Intel n'a pas respecté les dispositions du Code de l'environnement, ne s'est pas mis en conformité dans le délai consacré et on vous propose de les poursuivre d'un point de vue judiciaire. Au procureur de poursuivre ces éléments-là, et sachant que c'est du délit, il y a déjà une amende extrêmement conséquente, c'est pour une installation individuelle, c'est 75 000 € d'amende, le double si on est une société, et il y a pour les personnes potentiellement aussi des peines de prison, voilà, avec 1 an. Oui, mais finalement, tant qu'on respecte les délais de la mise en demeure, on ne s'expose pas du tout à une sanction, en fait. Pas du tout. Voilà. Si on dépasse ces délais. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a eu quelques mises en demeure sur le territoire, mais relativement peu de sanctions qui ont été déclenchées. À l'heure qu'il est, des mises en demeure, il y en a eu un certain nombre. Alors, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais globalement, il y a des mises en demeure. C'est la suite logique, normalement, d'une non-conformité. Ouais. Par contre, des procédures ayant conduit à la suite à des procédures judiciaires, j'en ai que 2 ou 3 en tête. Sauf quand il y a par contre, il se peut qu'il y ait des procédures judiciaires engagées en cas d'incident ou d'accident et pollution du milieu.
là, effectivement, la poursuite du procureur peut être précédée, entre guillemets, ou parallèle à une procédure de mise en demeure. Mais globalement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et des établissements qui ont été condamnés, je pense qu'on les compte sur les 10 dernières années, sur les doigts d'une main, grand maximum, avec un seule grosse condamnation pour un établissement qui vraiment a dysfonctionné très largement, avec récidive, qui plus est. Alors qu'on a des dizaines de sites installés dans la région. Alors qu'on a 140 établissements installés. Alors, le nombre de mises en demeure en méthanisation proportionnellement n'est pas différent par rapport aux autres éléments des autres installations qu'on peut inspecter par ailleurs. C'est la même chose. On n'a pas plus, en pourcentage, on n'a pas beaucoup plus d'incidents ou d'accidents en méthanisation qu'on en a en industrie ou en élevage. La seule différence, c'est qu'ils ont en pourcentage d'augmentation, c'est effectivement très fort, mais parce qu'on a le même pourcentage d'augmentation du nombre d'établissements. Donc, globalement, la méthanisation n'est pas un plus mauvais élève et on n'a pas plus de mauvaises surprises que dans les autres activités. Ok, c'est clair. Bon, du coup, sur cette diapo, on revoit un peu les éléments qu'on a vus précédemment. Je me tourne un peu vers le chat pour voir s'il y a des questions sur ces sujets. J'ai l'impression qu'on a répondu à la question sur la méthanisation, comment se comporte par rapport à d'autres domaines. Du coup, effectivement, il y a un sujet important là sur cette diapo, c'est le fait qu'il y a une période contradictoire dans laquelle on peut réagir par rapport à la mise en demeure sur notamment les prescriptions et les délais. On a la possibilité d'échanger avec vous pour discuter des termes de la mise en demeure, c'est ça? Ouais. Alors, il y a un premier temps de discussion avec l'inspecteur sur ce que l'on a écrit dans le rapport. Ça, c'est la première discussion qu'il y a. S'il y a un arrêté de mise en demeure qui est joint au rapport, et d'ailleurs, ce n'est pas une sanction, pour preuve, c'est l'inspecteur qui va envoyer à l'exploitant son rapport. Par la suite, s'il y a des sanctions qui étaient proposées, ce sera le préfet qui directement enverra les différents éléments. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une première discussion sur le contenu du rapport qui peut y avoir lieu. Et une deuxième discussion sur le contenu de l'arrêté lui-même. On peut discuter et l'exploitant peut nous démontrer que le délai de 3 mois pour telle ou telle chose est insuffisant pour telle et telle raison, et auquel cas on adaptera pour ce que je disais tout à l'heure, que le délai de mise en demeure et de régularisation soit compatible avec les différents éléments matériels pour pouvoir revenir à la régularité. Et donc, cette discussion-là, elle est très, très importante. Alors, c'est l'inspecteur qui initie cette discussion et la réponse, elle est à faire au préfet en réalité. Et donc, du coup, si un exploitant se rend compte que dans le cadre de la mise en demeure, il n'a pas des moyens, pour une raison ou une autre, de réaliser ce qu'on lui demande dans la mise en demeure, c'est pendant ce délai de période contradictoire qu'il faut qu'il réagisse et qu'il en informe l'inspecteur pour trouver une solution. C'est ça. C'est pas après, une fois que l'arrêté est signé, on a grosso modo gravé dans le marbre la feuille de route. Et il n'est pas prévu par les textes qu'on puisse redonner du délai. Alors, il n'est pas écrit non plus qu'au lendemain du délai, l'inspecteur va débarouler dans l'établissement. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, sauf cas extrêmement particuliers. Mais globalement, à l'issue de la période, l'inspecteur il va se dire « Ok, mon délai est terminé, j'ai des choses à aller vérifier. » L'exploitant ne m'a pas forcément tenu au courant, je vais aller voir ce qui se passe. Mais voilà. Mais si l'exploitant se rend compte après la signature qu'il n'arrive pas à rentrer dans les délais pour X ou Y raison,
qu'ils le disent le plus tôt possible et on essaiera d'adapter, sachant qu'on peut pas, légalement, ce n'est pas prévu qu'on puisse prendre un arrêté de prorogation de délai. Ça n'existe pas dans le droit tel qu'il est écrit au jour d'aujourd'hui. Il vaut mieux réagir avant, du coup. C'est ça. Plus tôt on réagit qu'un délai ne pourra pas être atteint pour une bonne raison, plus tôt l'inspection sera en capacité de dire « Ok, d'accord, on comprend, vous faites le maximum et on va essayer de trouver une solution. » Mais sachant que légalement, on ne peut pas donner du délai supplémentaire, ce n'est pas prévu. Et il y a une notion importante que vous évoquiez, c'est que finalement, ce système de mise en demeure et de suivi en fait, par les services de l'État, l'idée qui est derrière, c'est que l'exploitant, pour vous, il ne doit pas rester seul pendant qu'il assure sa remise en conformité. En fait. C'est un accompagnement, quelque part, un suivi. L'inspection est là pour accompagner l'exploitant. Et l'exploitant a tout intérêt à nous donner tout un tas d'éléments en disant tiens, ça c'est fait, même s'il est loin de l'échéance, parce qu'on peut mettre des échéances aussi intermédiaires, on peut cranter un certain nombre de choses, on peut mettre un planning à l'intérieur d'un arrêté de mise en demeure en disant à telle date, il doit être fait ça, à telle date, telle autre, à telle date, c'est ça. Et l'exploitant, autant il nous donne des informations, autant on peut ainsi le suivre. Il peut nous envoyer juste un mail pour nous dire, en fait, tel et tel point, c'est bon, c'est réglé. Ça nous permet aussi, nous, d'être au courant. Et si jamais on a un tiers qui vient poser des questions ou un élu ou les services du préfet qui nous appellent en nous disant, au fait, j'ai été relancé pour telle et telle raison sur telle et telle installation, nous, on peut dire, bah oui, on l'a mis en demeure. Il y a ça et ça qui ont été faits, il reste ça et ça à faire. Donc je pense ça suspend toute autre poursuite possible sur ce même problème. Sur ce problème-là, on ne peut pas avoir une poursuite puisque voilà, on a donné un délai et donc là-dessus, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, on va regarder un exemple de mise en demeure. Alors, voilà déjà l'illustration, le type de document qu'on va recevoir au moment de la transmission du rapport d'inspection. Donc, ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas un mail personnel venant de l'inspecteur qui arrive. Vous avez une plateforme qui envoie un mail avec une interface un peu particulière. Donc, il faut, lorsqu'on le reçoit, ce n'est pas du spam. C'est ça. On a des documents aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de Marianne dessus, il y a bien un petit élément bleu, blanc, rouge avec écrit Guenanve, mais ça veut pas. Globalement, ça ne fait pas super état. Notre rapport, on le verra après, pareil, il a une forme un peu particulière. C'est généré par une application sur laquelle nous travaillons. C'est relativement récent qu'on ait ces outils-là, ça fait à peu près une année. Il faut faire attention parce que ces éléments-là, en fonction notamment des black, je ne sais plus comment ça s'appelle, blackmail ou quelque chose, mail in black. Les mail in black n'aiment pas bien ces adresses-là, mais voilà. C'est quand même, c'est pas un spam, c'est sous ce format-là qu'on va vous écrire pour la plupart du temps. S'il n'y a pas du tout de projet de mise en demeure, vous ne recevrez effectivement normalement que par ce biais-là un mail qui vous dit un certain nombre de choses et surtout qui est important, vous avez deux liens, un lien pour la réponse et un pour lire les pièces qui sont jointes. Si jamais l'exploitant, pour une raison ou pour une autre de conformité de son matériel informatique, n'arrivait pas à télécharger les documents, surtout qu'il n'hésite pas d'appeler l'inspection en disant écoutez, je n'arrive pas à les ouvrir, est-ce que vous pouvez me les envoyer sous un format autre? Mais les délais des 15 jours notamment commenceront avec cette transmission de courrier-là.
D'accord, donc c'est important de réagir si on n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Alors, du coup, on va regarder un exemple où une mise en demeure est intervenue. Donc, c'est un cas qu'on a anonymisé, hein, qui n'est d'ailleurs pas dans la région, de perte d'étanchéité due à une corrosion sur la cuve du digesteur qui a été détectée par l'exploitant. Et donc, perte d'étanchéité dit que du coup, il y a un problème de fuite de gaz, hein, qui sort et peut-être de matière également. En tout cas, on ne peut plus exploiter dans ces conditions-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? L'exploitant a notifié la DDCSPP, ça a provoqué une visite d'inspection, un rapport et donc une mise en demeure, puisqu'il y avait une non-conformité de l'étanchéité de la cuve, avec une injonction donc, de rétablir l'étanchéité dans un délai donné. Quel est l'intérêt du coup pour l'exploitant d'avoir cette mise en demeure sur cette problématique qu'il a constatée lui-même et qui lui fait défaut? Là, on voit bien que globalement, l'exploitant n'est pas, c'est pas forcément une erreur de sa part. C'est la structure qui est défaillante. Il a acheté un méthaniseur qui est censé être étanche. Elle ne l'est plus pour diverses raisons, hein. C'est tout simplement production d'acide sulfurique, oui, par le soufre et mélangé à de l'eau, qui fait qu'à un moment donné, ça a attaqué l'inox. Bon, sur une cuve en béton, ça serait potentiellement possible, mais ça mettrait juste plus de temps. Hein. Donc là, on a eu une corrosion de la cuve. Et donc, l'exploitant s'est aussi retourné vers son fournisseur en disant, il y a une difficulté. Il faut que vous trouviez des solutions. Et puis, il y a des pertes de production, il y a tout un tas de choses, puisque là, on a, dans l'arrêté de mise en demeure, demandé une mesure d'urgence en disant, vous devez respecter une des prescriptions. Une des prescriptions, c'est qu'il n'y ait pas de perte de biogaz. Et donc, c'était ça qui était la mise en demeure. Et donc, vous devez faire cesser ça très vite. L'exploitant, lui, de son côté, se bagarrait avec son fournisseur pour que le fournisseur prenne en charge un certain nombre de choses, d'où procédure civile auprès du tribunal civil du secteur. Et donc, le tribunal civil prenait un peu de temps pour pouvoir avancer. Et le fait que l'arrêté de mise en demeure soit arrivé a obligé le tribunal civil à nommer un expert rapidement. Ça a obligé l'expert à faire ses expertises très vite. Et l'expert a aussi autorisé, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un cas comme celui-là, a autorisé le fait de pouvoir réparer. Oui, c'est ce qu'on voit sur la photo suivante. Et donc là, on voit qu'il y a une réparation d'urgence. Donc il y a eu une première réparation qui a permis de redonner l'étanchéité de la cuve, et l'établissement a pu repartir, fonctionner. On voit bien que c'est une rustine, hein, qui a été mise, mais le méthaniseur a pu repartir en fonction. Ça a laissé le temps de finir l'expertise, de tirer des conclusions, que le tribunal décide ce qu'il était nécessaire de faire et de pouvoir faire les réparations. Mais en attendant, l'installation était à nouveau en fonctionnement, a pu reprendre son activité et limiter les pertes autant que se faire se peut. Donc ça peut être un outil. L'État fait pression sur l'exploitant et cela peut aider à faire avancer les autres procédures qui seraient concernées en la matière. Très bien, très bien. Donc c'est assez clair. Sur cet exemple où la mise en demeure donc, permet d'accélérer une procédure. Alors, j'ai mentionné que cet exploitant avait déclaré lui-même l'incident qui était arrivé sur son site. En fait, c'est une obligation légale, hein, de déclarer les accidents ou les incidents qui surviennent du fait du fonctionnement de l'installation ou qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L111.1 que vous mentionniez tout à l'heure. Je ne vais pas lire tout l'article, il est indiqué sur la diapo. Mais en gros, si on constate une problématique sur son site, on doit transmettre un rapport d'accident ou d'incident. On doit le déclarer, en tout cas, auprès des services de l'État. C'est ça? C'est ça. Il y a deux étapes.
Je prends tout le temps l'exemple d'un seul coup, j'ai une cuve qui se vide. Le premier réflexe de l'exploitant, bien évidemment, c'est de fermer le robinet ou de faire en sorte que ça s'arrête. Ça, c'est le premier réflexe. Je fais cesser la problématique. Deuxième étape, je prends contact avec l'inspection et je lui dis, j'ai eu un problème. Contact téléphone ou par un mail, si on a le mail direct de son inspecteur. S'il y a déjà eu des inspections, vous trouverez sur les rapports d'inspection les coordonnées de l'inspecteur qui suit votre site. Donc ça, c'est plutôt facile. Ça, c'est la première étape. Attention, au secours, il y a quelque chose qui s'est passé. Important, pas important, je sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ça, à la limite, il y a eu quelque chose. Dans un deuxième temps, un peu plus à froid, mais non pas plus 6 mois après, mais très rapidement après, une fois à froid, j'explique et je détaille le déroulé de l'accident, de l'incident. Je détaille, je fais l'arbre des causes. Ben voilà, le tracteur est rentré là-dedans, qui a conduit à faire tomber la botte de paille sur le robinet armé de l'autre côté. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ou ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Le moteur a chauffé parce que d'un seul coup, il n'avait plus d'huile et puis d'un seul coup, il a explosé. Et il existe un formulaire accessible en ligne qui permet d'être guidé dans cette démarche de notification. Voilà, cette notification, c'est dans un deuxième temps. Ouais. Une fois que j'ai fait passer mon coup de fil en disant voilà, ça veut dire qu'après le premier coup de fil, il est possible que l'inspecteur vienne tout de suite. Ou si ce n'est pas trop compliqué, il ne viendra pas forcément immédiatement. Entre guillemets, quand la maison brûle, c'est les pompiers qui viennent et nous, on vient constater ce qui s'est passé ensuite. Ce document-là, il est à transmettre effectivement à tiède, on va dire ça comme ça, pas à froid, mais à tiède, pour nous donner tous les éléments, parce que ces fiches-là, nous sont utiles pour savoir quelles sont les suites administratives qu'on va avoir à donner en la matière. Et puis, elles servent aussi à les remonter auprès de, allez, on va l'appeler comme ça, même si ce n'est pas son vrai nom, le bureau accident, un petit peu comme celui qui existe sur les avions. Nous, on a le même, qui reprend toute l'accidentologie et qui détaille les accidents et qui peut faire après des fiches de suivi des accidents et des incidents, et ce qui lui permet aussi d'avoir une accidentologie et de savoir, tiens, manifestement, on a souvent ce problème-là sur ces établissements, et donc il faut nos prescriptions ne sont peut-être pas adaptées, et donc on va modifier les arrêtés ministériels. Donc ça a différents intérêts. Un, nous savons ce qui s'est passé, on peut en tirer des conséquences, et puis à plus long terme, on peut modifier la réglementation si nécessaire. Et notamment, ce document-là, il est relativement simple à rédiger. Et puis, si l'exploitant, il remplit une case alors que ça aurait dû rentrer dans une autre, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait le maximum d'informations. S'il a des photos, il peut les joindre avec. Plus il y a d'informations, mieux on pourra expliquer, comprendre, et après, surtout, justifier que non, ce n'était pas très, très grave, ce n'était pas catastrophique. Oui, là, on sait que Pierre-Paul Jacques, il y a eu une succession de responsabilités. Et après, ceux qui doivent savoir qui est responsable de quoi feront leur travail à ce moment-là, mais c'est sur ces bases-là. Très bien. Alors, du coup, on a parlé d'incidents, d'accidents. On parle peut-être aussi parfois de presque accidents. Pour illustrer en fait la différence entre ces trois notions distinctes, alors l'accident, si on parle par exemple de matière organique, donc stockée soit dans un digesteur, soit dans une cuve de stockage digestable, par exemple liquide, l'accident, ce serait le déversement de ces matières dans une rivière, engendrant une pollution de la rivière directe. Donc ça, ce serait qualifié d'un accident. En revanche, le même genre de déversement, mais qui serait qui ne toucherait pas un milieu naturel sensible, serait un presque accident. Et le déversement contenu dans, par exemple, l'enceinte de rétention de l'unité, on parlerait plutôt d'un incident. C'est ça C'est exactement ça.
Le presque accident, c'est vraiment il s'est passé quelque chose, mais soit les mesures passives que l'on a mis en place, les rétentions, le suivi, les alarmes, les machins, nous ont permis d'éviter qu'il y ait une atteinte au milieu. Donc là, on a presque eu un problème, mais finalement, ça ne s'est pas fait. L'incident, c'est un peu dans la même veine, mais c'est un peu plus ennuyeux. Et puis l'accident, c'est vraiment, voilà, il y a eu un impact sur un milieu. Et donc, il faut il faut impérativement que l'accident, on l'ait. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on ait aussi les presques et les incidents, Ouais. parce que ça crédibilise très largement l'action des exploitants d'une part et leur sérieux, le fait de je joue la transparence, j'informe ce qu'il en est, l'inspection est au courant, et si par ailleurs une information revient, l'inspection elle est déjà au courant par le biais de l'inspecteur, tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y a rien de pire que d'apprendre par la presse qu'il y a eu un accident un peu sérieux en la matière, sachant que le monde est tout petit Ouais. et que même si on n'est pas très nombreux en nombre d'inspecteurs globalement, on arrive quand même à avoir assez rapidement les informations par un biais ou par un autre. Effectivement. Et alors, il nous reste quelques minutes à ce webinaire avant 14h30, la fin de cet échange passionnant et du coup où on a envie d'en savoir toujours un peu plus. Mais vous insistez dans la même veine que cette idée de déclarer tout incident dans l'optique toujours de faire progresser la filière dans son ensemble. Vous incitez aussi à établir le contact avec son inspecteur ou inspectrice des installations classées, y compris hors des visites d'inspection, y compris quand il n'y a pas de problème finalement. L'idée, c'est vous dites aux exploitants, contactez-nous, établissons le contact, faisons connaissance avant, ça nous permettra de mieux gérer ensemble tout événement ultérieur, c'est ça? C'est exactement ça. Plus on se connaît et plus on a des capacités à pouvoir interagir les uns avec les autres et éviter qu'une situation ne dégénère. Voilà. En fait, j'ai un voisin qui est venu, il a râlé pour telle et telle raison. Voilà, moi, dans les échanges que j'ai avec mes différents exploitants, régulièrement, on a des contacts téléphone, même en dehors des éléments réglementaires, des inspections et autres, juste pour échanger. Et j'adore en plus quand ils me disent bah, mon installation, elle marche bien. On a été au taquet de la production d'énergie ou de gaz. C'était top. Ça se passe bien. On n'a pas trop. Voilà, ça a bien marché, malgré les fortes chaleurs, malgré les machins. Le fait d'échanger comme ça permet aussi d'avoir une idée sur la vie de l'installation et de se connaître aussi. Et donc, je pense que c'est important que chacun a sa place. On reste, c'est pas nous qui allons piloter l'établissement, bien évidemment, mais le fait d'être au courant de tout un tas de choses, y compris les choses qui vont bien, ça peut qu'être positif. Alors, en parlant de la place de chacun, une question très rapide, parce qu'il nous reste 1 minute à ce webinaire et on a une conclusion à faire aussi. Simplement, la question, c'est est-ce qu'un prestataire, par exemple de maintenance, a l'obligation de faire une déclaration à la place de l'exploitant, ou est-ce que c'est uniquement la responsabilité de l'exploitant de déclarer un incident ou un événement sur son méthaniseur? C'est normalement à l'exploitant de le faire. Si l'exploitant veut déléguer à son prestataire de le faire, on n'y verra jamais le moindre inconvénient. Okay. Je pense que par contre, sauf à se draper de la chemise du lanceur d'alerte, parce que le prestataire voit quelque chose qui peut conduire à un danger grave et imminent. Ouais. Là, oui, il peut nous en informer directement. Sinon, sur quelque chose qui ne générerait pas un danger grave et imminent, je crains que le droit des affaires l'oblige à garder un certain retrait vis-à-vis de l'information qu'il pourrait transmettre à l'inspection.
Et éventuellement inciter l'exploitant, lui rappeler son obligation et l'inciter à faire cette démarche, d'autant plus que vous êtes, comme on l'a dit en introduction, là pour être à l'écoute des exploitants, des méthaniseurs dans la région. Donc, merci beaucoup Marc Jabouille pour ce témoignage précieux. Ouais. J'espère que du coup, on a répondu à toutes les interrogations qu'il pouvait y avoir sur ces sujets. Je vais redonner la parole rapidement à Guillaume pour conclure. Alors, simplement, assez rapidement, puisque finalement, il est 14h30, je vais peut-être commencer la conclusion et Guillaume peut reprendre la parole pour annoncer le webinaire suivant dès qu'il le souhaite. Il y a un sondage d'ailleurs qui paraît en même temps. Hein, n'hésitez pas à répondre pour ceux qui sont là. C'est très important pour nous d'avoir ce genre de retour. Mais en gros, ça c'est une annonce. Chaque année, les services de l'État au niveau national définissent des priorités nouvelles en termes d'inspection. Et là, actuellement, il y a un des sujets phares, c'est la notion d'étanchéité des installations de méthanisation au biogaz. Et donc, avec la question de perte de biogaz, par exemple, qui va être du coup un sujet prioritaire d'inspection dans l'année 2023, avec l'objectif de 5 installations contrôlées par département sur ces questions spécifiques d'étanchéité au gaz. Et du coup, à ce sujet, il y a, alors je ne sais pas si Guillaume veut reprendre la parole pour l'annoncer, mais le webinaire prochain, Guillaume, je te laisse la parole pour conclure. Non, merci. Vas-y, Constant, tu étais bien lancé. Merci pour cette animation. T'inquiète pas pour l'horaire. En général, les gens ont l'habitude qu'on dépasse un peu. Mais bon, globalement, en tout cas, tu es vraiment bien dans le timing. Il faut que j'en prenne exemple. Prochain webinaire, du coup, rendez-vous le 23 juin. On va faire le zoom sur les défauts d'étanchéité en gaz sur une unité. Voilà, Constant vous l'a dit, c'est dans les programmations des inspecteurs au niveau des inspections, eh bien, il y a un zoom cette année qui est demandé par le ministère sur l'étanchéité des unités. Donc, c'était l'occasion de remettre un petit peu ça au goût du jour, puisqu'on avait déjà travaillé là-dessus ensemble avec la filière il y a 1 an et demi à peu près, suite à un programme de détection des émissions fugitives qui avait été déployé par GRDF, la région et l'ADEME en région pour 30 unités. Eh bien, on parcourra rapidement ces résultats et surtout, on verra aussi un exemple d'accidentologie avec le BARPI qui nous fera le plaisir d'être là pour nous présenter quelques points d'accidentologie qui ont été en lien avec les émissions, enfin avec les défauts d'étanchéité au gaz. Et puis enfin, quels sont les points clés pour être en conformité avec la réglementation. Et là, ça sera vous retrouverez à nouveau Marc qui viendra vous en dire plus sur le programme aussi à venir des inspecteurs dans les contrôles qui sont en cours sur la France sur ce thème-là. Voilà, donc 23 juin, 11h, 12h30. Et puis, vous pouvez toujours vous inscrire. Et je rappelle aussi que du coup, tout ça va vous être envoyé, je pense, j'ai essayé de faire ça rapidement, fin de semaine, en tout cas au moins le lien vers le diaporama et puis la vidéo aussi. Je te laisse le mot de la fin, Constant, du coup. Bien, merci à tous d'avoir suivi cet échange. S'il y a des questions ultérieures, n'hésitez pas à écrire à Guillaume qui pourra faire suivre à toute l'équipe. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à remercier encore Marc Jabouille pour son témoignage très précieux. À bientôt. Merci à tous, merci d'avoir suivi. On était 79 au plus fort de la réunion. Merci, à bientôt. Merci à vous et à bientôt.